20h à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 17 janvier. À la une ce soir, 185 millions de francs CFA pour financer 360 projets. Il s'agit du projet Agir pour les jeunes phase 2. C'est dans le cadre du programme social du gouvernement qui met l'accent sur l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. La hiérarchie militaire s'organise pour des élections apaisées. Une rencontre a eu lieu entre le chef d'état-major et l'ensemble des chefs militaires. L'objectif affiché est de donner des instructions claires pour des élections sécurisées. « 90 000 logements pour les enseignants de Côte d'Ivoire. C'est un projet de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour le bien-être des mutualistes. Le point de ce projet dans votre 20h. Et la vie d'ici nous conduit directement à Korogo, dans l'univers des artisans de Waraniene, pour voir comment ils fabriquent le boubou Sénoufo, très apprécié, comme le boubou Yakuba. Gros plan dans ce 20h. Bienvenue dans votre édition qui s'ouvre par le projet Agir pour les jeunes phase 2. 185 millions de francs CFA pour financer 360 projets. Le processus est transparent et entièrement gratuit. C'est dans le cadre du programme social du gouvernement, nous dit Walter Amadou. Jean-Jacques gagne honnêtement sa vie à travers la vente de vêtements. Une activité qu'il mène pour le compte de Kader, jeune propriétaire de ce modeste commerce situé dans la commune d'Atekoubé. Ça fait pratiquement 2 ans que je suis là-dedans. Quand je vends un tricot, je bénéficie de 300 francs sur un tricot. Mon souhait, c'est d'être financé pour pouvoir être à mon propre compte. Un rêve qui se réalise aujourd'hui. Jean-Jacques fait désormais partie des 360 bénéficiaires, dont 116 jeunes filles qui reçoivent leur chèque afin de s'installer à leur propre compte. Je me suis inscrit à la plateforme Emploi Jeune. Je me retrouve avec un prêt de 300 000 francs qui va me permettre de réaliser mon projet. Cette remise de chèques dans le cadre du programme Agir pour les jeunes phase 2 permet de distribuer environ 185 millions de francs CFA pour le financement de divers projets. Messieurs les ministres, je voudrais vous demander humblement de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, ainsi qu'à notre Premier ministre, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, notre infinie reconnaissance. Je voudrais vous rassurer, en prenant ici, devant vous, l'engagement de faire bon usage des fonds reçus aujourd'hui. Le maire de la commune d'Atekoubé a traduit sa gratitude au gouvernement pour l'opportunité offerte aux jeunes. En tant que maire, nous qui partageons tous les jours les préoccupations des parents, les pleurs de nos mamans pour l'avenir de leurs enfants, nous ne cesserons jamais de dire merci. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes insiste sur la transparence du processus de sélection des bénéficiaires. Jamais ils n'ont fait des présélections où on leur a demandé d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, qui sont leurs parents, est-ce qu'on est tonton, est-ce qu'ils ont un frère, rien. Parce que l'égalité de chance des jeunes dans notre pays est ce que le président Ouattara veut. Donc les préjugés ne doivent pas être un frein. Demandez aux enfants, lorsqu'on lance des programmes, vous-même la soyez sur leur dos, pour leur demander d'aller tenter leur chance. Cette deuxième phase du programme Agir pour les jeunes vise 19 500 jeunes pour un financement total de 10 milliards de francs CFA. Et dans le même élan, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes était à Yakassé-Féassé dans le département d'Abengourou. Elle est allée remettre du matériel aux coopératives de femmes et encourager les femmes à ne pas dépendre des hommes, à ne pas attendre l'époux pour acheter une boîte d'allumettes, nous dit Mamadou Kwasi. Pour ces femmes, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Spécialisées dans la transformation de l'arachide en pâte, elles peuvent désormais dire adieu aux méthodes artisanales de production. Le don est du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly qui donne un équipement adapté à leur activité.
La remise du matériel a été faite en présence des autorités administratives et coutumières, au grand bonheur des bénéficiaires qui envisagent se lancer à la conquête du marché international. Nous n'allons pas seulement nous arrêter sur la pâte d'arachide. Notre travail doit continuer jusqu'à l'obtention de l'huile d'arachide naturelle. Et avec ces deux produits, nous devons conquérir toute la Côte d'Ivoire et pourquoi pas le monde entier. L'émissaire du Premier ministre, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, a réitéré l'engagement du gouvernement à capter le potentiel économique féminin via l'autonomisation. Nous sommes venus vous dire, au nom du président de la République, au nom du vice-président, au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que la femme n'est pas oubliée de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus vous dire que les femmes du monde rural doivent prendre toute leur place dans le développement de la Côte d'Ivoire. En plus de la coopérative Yan Yebonou, les autres groupements de femmes ont bénéficié de tricycles, brouettes, pulvérisateurs et divers dons estimés à quelques 6 millions de francs CFA. Miss Belmondo Dogo a également promis de faire l'écho du besoin d'eau potable exprimé par les populations. La secrétaire d'État a été élevée au rang de reine-mère avec pour nom d'intronisation Coco Djobi, du nom de la première reine-mère du canton Feyacé. Reportage signé Mamadou Kouassi et Alexis Ouedraogo. Sur le plan économique, le ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État mobilise les régies financières. Moussa Sanogo a rencontré les administrations sous sa tutelle. Objectif, maximiser les dépenses sociales. Le compte-rendu de l'Anciné Bakayoko. 861 milliards de francs CFA, c'est le montant à mobiliser cette année, prioritairement par les régies financières de l'État. Des ressources importantes, mais à portée de main au regard des grandes réformes engagées par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration des finances publiques. Il s'agit notamment au niveau budgétaire de la mise en place du budget programme. Au niveau de la fiscalité, je voudrais souligner le lancement du système intégré de gestion des impôts, consolidant le processus de digitalisation. Au niveau douanier, je voudrais rappeler la poursuite du programme d'installation des scanners aux frontières, ce qui a permis de saisir des quantités importantes de drogue et de produits prohibés. À cette batterie de réformes s'ajoute l'adoption d'un nouveau code des marchés publics bâti autour d'innovations majeures comme le principe de passation par voie électronique. En ce qui concerne la gestion du portefeuille de l'État, le principal changement est lié à la généralisation des contrats de performance des sociétés publiques. Des actions qui seront poursuivies en vue d'une mobilisation optimale des ressources de l'État. Dans cette optique, notre département devra adresser au cours de cette année des questions importantes. La réforme de la fiscalité applicable aux PME, l'amélioration du rendement de l'impôt foncier, le renforcement des contrôles par le recours plus accru à la vidéosurveillance aux frontières. Afin de concrétiser tous ces projets, le ministre Moussa Sanogo en appelle à l'esprit républicain des partenaires sociaux. L'actualité ce soir, c'est aussi la commission électorale indépendante qui fait le bilan de 2019. La CEI a fixé ses objectifs. Vous le savez, nous sommes en année électorale et de grands défis attendent l'institution. Pas de crainte selon la commission qui rassure pour une élection apaisée. Sidonie Davila pour plus de détails. 2020. Une année qui suscite beaucoup d'espoir pour le personnel administratif et technique de la CEI. La commission électorale indépendante chargée des élections en Côte d'Ivoire prend l'engagement en cette année nouvelle d'agir avec tout son personnel pour organiser des élections libres, paisibles et transparentes. La décennie s'ouvre avec l'élection à venir du président de notre chère République, la Côte d'Ivoire. La question soulève ici des passions plus que de raisons. Mais vous pouvez compter sur l'engagement de tous les instants de vos agents à vos côtés pour gagner ensemble le pari de la réussite de cette élection-là. Nous restons convaincus qu'ensemble, nous saurons relever ces défis majeurs, vu l'expertise des uns et des autres,
en matière de conduite des processus électoraux et au regard des grandes compétences dont vous disposez au sein de la commission centrale. Emboîtant le pas à ses prédécesseurs, le président de la CEI, Coulibaly Cubière, à la tête de l'institution, depuis septembre dernier, veut donner un nouvel élan à la CEI en vue d'un meilleur rendement des agents pour des élections crédibles. Nous bénéficions, à n'en point douter, de la confiance des partenaires techniques et financiers et de l'appui de la communauté internationale et régionale. Avec le système des Nations Unies, à travers le PNUD, nous avons entrepris un cycle de concertation en phase de finalisation. Nous bénéficierons ainsi de l'accompagnement de partenaires bilatéraux et multilatéraux pour les élections paisibles et crédibles. Après une année paisible et positive écoulée, l'équipe de Coulibaly Cubière compte aller plus loin en faisant un sans faute pour cette année électorale. La hiérarchie militaire également pour des élections apaisées et surtout sécurisées. Il y a eu une rencontre entre le chef d'état-major et l'ensemble des chefs militaires pour des directives claires. Le reportage d'Abou Sanogo. Place d'armes générales de corps d'armée Ouattara Paul Toumadakin de l'état-major général des armées. Les armées ivoiriennes, après s'être bien illustrées au cours de l'année 2019, par leur abnégation, entendent relever un autre défi. Mon général, les FACI se tiennent à votre disposition pour relever les défis de l'année 2020, notamment la sécurisation du processus électoral en collaboration avec les forces de première catégorie et l'élaboration de la prochaine loi de programmation militaire dans un contexte sous-régional marqué par la résurgence du terrorisme. En retour, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, tout en leur réitérant sa confiance, les a invités à tenir leur rôle. 3 paramètres doivent désormais nous guider, et en particulier au cours de cette année électorale 2020. Premièrement, la cohésion entre nous, au sein de nos unités, avec les autres unités et avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Deuxièmement, la confiance mutuelle, la franchise dans nos rapports avec les autres et dans l'exécution de nos tâches. Enfin, troisièmement, la discipline, force principale des armées. Lassina Doumbia les a aussi appelés à la vigilance. Je voudrais partager avec vous un constat qui est celui de la floraison depuis un certain temps d'articles mensongers et d'affirmations erronées sur les armées dans la presse comme sur les réseaux sociaux. Parce que certains veulent nous voir dans les rues, veulent donner de nous une image qui n'est pas la nôtre, l'image d'une armée divisée, en proie au doute, dont une partie serait prête à se mutiner. Et je puis vous assurer que cela va aller en s'empirant à l'approche des périodes électorales. Gardons la tête froide, maintenons le cap. Pour ce qui concerne les préoccupations majeures, le chef d'état-major général des armées a assuré ses hommes quant à la prise en compte de ses préoccupations dans les doléances faites au président de la République Alassane Ouattara le 6 janvier dernier lors de la présentation des vœux des forces de défense et de sécurité. L'autre volet de l'actualité ce soir, c'est la vie d'ici, le volet touristique, avec un zoom sur le village de Waranyene. C'est à 5 km de Korogo, un village réputé pour son boubou sénoufo. Et comme chez les dents, la particularité des articles est que tout se fait avec les éléments de la nature, rien n'est importé. Incursion dans l'univers des artisans de Waranyene, notre guide dans ce 20h est Patricia Oumou Etia. Sur les 20 000 artisans ruraux que compte la Côte d'Ivoire, la moitié environ se trouve dans la région du Nord, en pays sénoufo, particulièrement riche en artisanat. Traditionnellement, les articles fabriqués répondaient aux besoins des populations rurales, mais l'artisanat a évolué et produit désormais des articles adaptés à la nouvelle clientèle que constitue la population urbaine. J'ai vu que ça avait changé, le modèle, le style, la manière même, le tissu même, là, ça a changé. Donc du coup, j'ai dit, c'est du bon ça maintenant. Et donc j'en ai pris. Autrefois, ils travaillaient sous des tentes. Aujourd'hui, ils sont sous des hangars construits par une ONG allemande.
Sur place, les couturiers créent ensuite les modèles à partir des bandes obtenues. C'est une chaîne où chacun joue un rôle bien précis. Ainsi, on a des boubous d'hommes, de dames, d'enfants, des nappes de table, des sacs, etc. Quand les tisserands finissent de tisser, nous envoient des pagnes. Donc on coud. Ça peut être un pagne attaché, ça peut être une robe, ça peut être un ensemble de hommes, comme pour les enfants aussi. Il y en a plusieurs qualités. Ça dépend aussi de la modèle que la personne veut. Les femmes filent le coton et interviennent pour assembler les bandes au crochet. Structurés en groupement coopératif depuis les années 60, ils sont plus de 400 membres aujourd'hui. Ça, c'est les peignes à servir à damer le tissu. Voilà, ici, on a ici 4, 4, 3, 3. Ouais, chaque réseau, il faut mettre les 4 fils là, ou bien 3, 3. Maintenant, la largeur des bandes, maintenant, ça nous fait à 15 ou bien à 16 cm. Pour cet habit-là, il faut 5 bandes. Mais pour femmes aussi, bon, la majorité même là, notre bande de robes, comme les complets là, ça demande 5 bandes. Maintenant, c'est la taille qui différencie. Il est délicat d'évaluer les chiffres d'affaires et les valeurs ajoutées annuelles des opérateurs. La vente quotidienne varie en effet de 15 à 300 pièces par jour. Une première approximation qui laisse penser à un chiffre d'affaires de l'ordre de 600 millions l'année. Tu sais, ici, on a libéré les artisans. Ce n'est pas comme un coopérative coton. Chacun fait et expose dans le marché. Et lorsqu'on vend, on prélève sur les ventes et puis on donne le reste directement aux artisans. C'est sous le regard du mont Korogo que nous quittons Waranyene pour Fakaha, situé à 35 km au sud de Korogo, sur la route de Napié. Fakaha ne se laisse pas facilement atteindre, mais vaut largement le détour. Le village semble désert, retranché dans la solitude brûlante de la fin de matinée. Tranquillement installé sous son hangar, Silue Nagaki noircit sa toile d'un geste sûr. Dans le dessin, ça c'est un travail, c'est ça que je veux dire, c'est un travail de génie, quoi. Voilà. Chaque jour, quand tu te couches, le lendemain, c'est le motif que tu voulais faire là. Bon, ça se trouve dans ta tête aussi. Voilà. Et le travail aussi, les femmes, ils ne font pas ça. Voilà, c'est seulement les garçons. Parce que c'est le génie qui nous a dit ça. Les teintures Sénoufo, vulgarisées sous le nom de toile de Korogo, se présentent comme des panneaux de toile écrus, ornés de motifs peints dans un spectre de couleurs allant du noir à l'ocre. Les motifs les plus anciens représentent surtout de petits animaux symboliques, serpents, lézards, tortues, poissons, biches, oiseaux et autres, entremêlés de compositions géométriques variées. Le support est constitué d'un tissage de coton blanc, épais, assemblé en bandes cousues les unes aux autres pour former une toile, qui peut parfois mesurer jusqu'à plus de 3 mètres, avec du matériel de peinture assez spécial. Bon, le tissu, ça nous achète le tissu blanc. Ouais, c'est seulement ici à Fakaha, c'est le petit seulement que nous fait. Il y a un petit village ici qui est à côté de chez nous, ici, à côté de Napié, on dit Fomorka, avec Waranyene. C'est là-bas nous achète le tissu blanc. Tu sais, le peinture, ça, c'est nous qui fabriquons ça. Je sais, chez nous ici, nous on ne dessine pas avec peinture. Hein. Tous les produits là, c'est produits d'ici. Le marron comme ça c'est le feu de l'arbre. Le feu de l'arbre, ça se trouve dans le forêt sacrée. Tu prends le feu, tu viens, tu vois bien bouillir, ça donne le marron comme ça. Cette toile mondialement réputée aurait charmé et même inspiré un certain Picasso, alors en visite discrète dans la région au début du XXe siècle. Et dès que Picasso est donné ici, c'est les brosses à dents avec, avec le chiffon. Bon, c'est ça. C'est ça qu'il a fait ici. Ah oui. Après, je vais voir celle toile qu'il a fait là, ça y est là aussi. Sous l'influence de la demande occidentale, les toiles traditionnelles vont progressivement s'enrichir de nouveaux motifs tels que personnages, danseurs, animaux, des thèmes qui puisent toujours dans l'environnement traditionnel. Les prix varient entre 2 500 et 25 000 francs CFA. Fakaha est célèbre pour ses toiles peintes faites de motifs sénoufos. En effet, ce sont des tissus fabriqués de façon traditionnelle avec des motifs qui exposent les symboles essentiels et importants de la culture sénoufo. Leurs motifs décoratifs tirent leur origine des costumes très secrètement portés autrefois par les danseurs initiés du poro. À Korogo, l'art est omniprésent et ne saurait laisser indifférents les amateurs, les collectionneurs et touristes en quête de pièces rares et authentiques qui s'y aventurent. Dans l'univers des artisans de Waranyene, un dossier signé Patricia Omo Etia.
90 000 logements pour les enseignants de Côte d'Ivoire. En fait, c'est la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui veut améliorer les conditions de vie de ces mutualistes. Et cela passe par l'acquisition de logements sociaux. Le reportage de Sephora Zegui. Le problème de logement des enseignants est en vue avec le MIDD. Mais il faut dire que ces 5 dernières années-là, personnellement, je ne maîtrise plus trop ce dossier-là. Le rêve, en fait, de tout enseignant, c'est d'avoir une maison à la fin des carrières. Ce rêve des enseignants de Côte d'Ivoire, bientôt une réalité. Après 5 années d'existence, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, MUPEMENETSI, veut relever les défis immobiliers pour ses mutualistes. 90 000 logements sociaux en mode location-vente vont sortir de terre les mois à venir grâce au programme social du gouvernement. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris la ferme résolution de bâtir des logements aux fonctionnaires en imputant le succès à ce projet aux entités ministérielles impliquées. Le projet immobilier porté par Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au profit des personnels sous sa tutelle et chapeauté par la MUPEMENETSI est donc une déclinaison de la volonté gouvernementale en matière de logement. Il s'agit d'un projet immobilier sans apport initial qui lève toute soupçon d'anarque. Car sans maison habitée, pas de prélèvement. Michael Boko tient à rassurer les enseignants qui ont encore des doutes sur ce projet que tous les moyens seront mis en œuvre avec les partenaires institutionnels pour rendre cette opération effective. Dans 2 mois, le démarrage des travaux. Les enseignants sont donc invités à se faire enregistrer sur la plateforme en ligne www.mupemenetsi.org. La Côte d'Ivoire et la Chine ont initié un projet d'installation de bouquets de télévision par satellite dans 500 villages ivoiriens. C'est dans le cadre de la libéralisation de l'espace audiovisuel. 3 mois après le démarrage de ce projet, quel constat? Suivons ensemble ce reportage de Didier Nguessan. Atiekwa, village situé à Brofodoumé dans la sous-préfecture d'Anyama. Le chef du village et sa notabilité regardent un programme télé en compagnie d'un illustre invité, le ministre Sidi Touré, en charge de la communication et des médias. Parmi les téléspectateurs, des partenaires chinois. 23 foyers et 3 espaces publics comme celui-ci bénéficient d'un décodeur, d'un poste téléviseur et d'un abonnement gratuit. De quoi réjouir les bénéficiaires. Et nous sommes très heureux que Atiekwa soit le village qui a été choisi parmi les 500 villages cooptés pour ce projet en Côte d'Ivoire. Et ici à Atiekwa, nous avons accueilli favorablement ce projet. Et nous disons que ce projet n'est qu'un plus pour nous, pour le développement. La population du village a accueilli favorablement ce projet. Atiekwa fait partie des 500 villages de Côte d'Ivoire qui ont bénéficié en octobre 2019 d'installations audiovisuelles d'un opérateur chinois de télévision par satellite. 3 mois après, partenaires chinois et ivoiriens font le point. Je suis très content aujourd'hui d'avoir cette occasion de visiter une grande village qui est un des 500 matériaux audiovisuels installés en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, c'est aussi un des 10 000 qui sont installés en Afrique. Nous sommes venus constater l'effectivité de cette distribution sur le terrain. Le village d'Atiekwa en a bénéficié et nous sommes très heureux parce que nous avons visité les lieux publics. Cette installation a été installée telle que contractuellement établie entre nos 2 gouvernements. Ceci nous réjouit fortement et nous rassure par rapport à la qualité du partenariat qui existe entre le peuple chinois et la République de Côte d'Ivoire. Le projet d'accès à la télévision par satellite dans 500 villages permet de partager la culture chinoise en Côte d'Ivoire et s'inscrit dans le cadre de la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien. Au chapitre politique ce soir, le réseau des jeunes cadres du RHDP était à Yamoussoukro pour échanger avec les militants du parti.
Objectif, remobiliser les troupes, les sensibiliser à se faire enrôler massivement pour la victoire du RHDP. Éric Goré et Charles Tatou. Venus de toutes les localités du pays, les acteurs du réseau des jeunes cadres du RADP ont gagné leur pari. Celui de faire le plein de la salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. À travers ce meeting, le réseau des jeunes cadres du RADP a voulu démontrer sa force en matière de mobilisation. Ensuite, témoigner sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes les actions entreprises en faveur du développement et du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait cette mobilisation pour démontrer notre soutien au président Alassane Ouattara et à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et faire comprendre à nos adversaires qu'il y a un parti qui existe en Côte d'Ivoire qui s'appelle RHDP. Des sessions thématiques sur la question de la mission du réseau des jeunes cadres du RADP en vue de la victoire de leur parti aux élections de 2020 ont ponctué ce meeting d'hommage au chef de l'État. Et parlons de la mobilisation à Paris, justement pour les actions du président Alassane Ouattara. Les cadres du Grand Nord ont rappelé à la diaspora la vision du président Alassane Ouattara et ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. Les détails avec Sidonie Davila Waka. Ils sont allés à la rencontre de leurs frères et sœurs de la diaspora en France, spécialement ceux du Ouorodougou. Bouaké Fofana et Bouaké Meïté, tous deux cadres de cette région, ont fait un point de la situation politique, économique et sociale du pays. Ils ont relevé un bilan positif du mandat du président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a changé de visage. Même nos adversaires le reconnaissent. Depuis 2011, nous avons fini le 3e pont. On a commencé le 4e pont qui va se terminer d'ici 2021. Les travaux ont déjà commencé. On pense à un autre pont dans la ville d'Abidjan qui va relier le plateau à Cocody, dont les travaux ont également commencé. Et il va y avoir un autre pont, toujours à Abidjan, qui va relier le port d'Abidjan à la zone 4 pour aller se brancher sur le 3e pont. Avec la diaspora ivoirienne, les cadres du Ouorodougou ont aussi parlé de paix et de cohésion sociale. Nous sommes contents de savoir qu'à Paris, vous êtes unis, que vous travaillez ensemble. Nous disons aux jeunes de travailler au rassemblement. Nous disons aux vieux d'encadrer les jeunes à travailler dans le rassemblement. Un message assez clair et rassurant pour la diaspora du Grand Nord qui n'a pas manqué de saluer et encourager ses cadres. Bouaké Fofana, directeur général de la SICOJ, et Bouaké Meïté, directeur général de la SOTRA, pour leurs actions de développement en faveur de leur région, le Ouorodougou. On prépare les mouchoirs pour un moment de détente et d'humour avec Bonjour Tour 2020. Émission humoristique de la radio-diffusion-télévision ivoirienne, l'étape de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro avec Koné Pagassoro. Grande mobilisation des populations de Yamoussoukro à l'occasion de Bonjour Tour 2020, émission humoristique à succès de la radio-diffusion-télévision ivoirienne RTI. Et c'est la Fondation Félix Houphouët-Boigny qui a accueilli ce grand rendez-vous d'humour et de convivialité. Les humoristes, à cette occasion, ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Il dit, mon vieux, hier, j'ai pris ma femme avec mon meilleur ami. C'est ça, toi, t'es tué, quoi. Il dit, non, il voulait me suicider, vu que tu as bu, il a mis poison dedans. Les populations sorties nombreuses pour cette grande fête du rire se réjouissent de la qualité de la prestation des humoristes. Bonjour 2020, c'est une opportunité pour nous de nous divertir un tant soit peu. Et vraiment, nous sommes heureux. Et je voudrais donc souhaiter que cette mission soit pérennisée. Ce n'est pas un hasard que le Bonjour Tour commence par Yamoussoukro, Yamoussoukro, la ville de la paix. Yamoussoukro, la ville du président Houphouët-Boigny. Yamoussoukro, qui donne le tempo pour la Côte d'Ivoire. Le parrain de ce grand événement du rire, le ministre Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a invité les populations de la région des Lacs à être des acteurs de paix avant d'encourager et féliciter la RTI et son directeur général pour l'initiative. Cette émission participe au renforcement de la cohésion
entre les populations ivoiriennes. Mes vœux de très bonne année, la santé physique, morale, santé financière, et dire que Yamoussoukro est pour la paix, pour le bonheur dans notre pays. Après Yamoussoukro, c'est la ville de Toumoudi qui recevra humoristes et équipe de production de l'émission Bonjour. L'actualité hors de nos frontières est triste avec la mort de 14 personnes dans un village Peul dans le centre du Mali. C'est une région marquée par des violences intercommunautaires ayant fait des centaines de morts ces dernières années selon un rapport des Nations Unies. Et voilà, c'est la fin de ce 20h supervisé par Adama Kone et Hervé Blé. À 23h, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly. Moi, je vous retrouve demain soir avec la page culture consacrée à la danse des sorcières et juste après la soirée des Ébonies en direct. À demain donc, si Dieu le veut. Bonne soirée à tous.